Bonjour, je vous présente ces ouvrages. Cicéron, Les Devoirs, édition bilingue en 2 volumes, livre 1, introduction, tome 1, et voici le tome 2. Vous avez aussi des éditions qui ne sont pas en bilingue avec langue originale, latin. À ce moment-là, vous les avez en un seul volume. Les devoirs, l'action appropriée. Déterminer les formes que revêt l'action morale, qui pour n'être parfaite que chez le sage, est conforme à la droite raison chez l'aspirant à la sagesse. L'honnête comme critère de l'action morale. Thèse selon laquelle, en dépit des apparences, rien de déshonnête ne peut jamais être vraiment utile. Cicéron écrit à son ami Atticus, qui a entrepris de composer un ouvrage à l'intention de son fils sur les devoirs. Ici nous philosophons, que pouvons-nous faire d'autre, amers? La rédaction du livre est sur le modèle d'un ouvrage de Pagnesius de Rhodes. L'honnête est ce qui est moral ou vertueux. Cicéron, à Pouzole, attend le moment favorable pour revenir à Rome. L'ouvrage composé rapidement, le style s'en ressent. Importance secondaire pour Cicéron que la rédaction de cet ouvrage. L'œuvre est le produit d'une retraite. Cicéron attend de revenir sur le devant de la scène. Son devoir de philosophe est malgré tout de se mettre au service de ses semblables. Matériellement, aucune différence des devoirs des sages et ceux qualifiés d'insensés qui n'ont pas atteint la perfection. Le sage accomplit ses devoirs différemment. Son esprit est unifié, enraciné dans le bien, avec une fermeté inébranlable. Le sage est un idéal. L'insensé est l'ébauche de l'homme parfait qu'est le sage. L'homme de bonne volonté accomplira avec détermination et une constance toujours plus grande les devoirs de sa nature et des circonstances. L'ouvrage est un code de vie souple et exigeant, précis et actuel. Pline l'Ancien recommandait d'apprendre par cœur l'ouvrage. Ambroise de Milan se fondait sur lui pour composer ses devoirs. Érasme recommandait un ouvrage en or. Frédéric II, souverain éclairé de Prusse, jugeait que c'était le meilleur ouvrage de morale qu'on puisse écrire. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent être des hommes de bien. Aller jusqu'au bout de son devoir au service de la res publica. Marcus, le fils, pourra étudier aussi longtemps qu'il le voudra. C'est dans l'accomplissement du devoir que réside toute l'honnêteté de la vie et dans sa négligence toute la honte. Évitez tout ce qui paraît nuire. L'homme possède en propre de rechercher et de poursuivre attentivement le vrai, grandeur d'âme. Nous recherchons l'honnête qui est seul digne de louange. À mesure qu'un homme distingue la vérité, il peut en voir la cause avec pénétration et célérité. Ne pas consacrer son temps à des matières obscures, mais consacrer son énergie à des questions belles et dignes d'être connues. L'activité de l'esprit nous maintient dans la poursuite de la connaissance. La justice, vertu sociale. Osons imiter les stoïciens qui s'appliquent à rechercher l'origine des mots, étymologie. Croyons à la loyauté. Cotta jugera sévèrement les étymologies fantaisistes des stoïciens. Être homme de bien, c'est rendre un dépôt, tenir une promesse. La justice, c'est de nuire à personne, puis servir l'intérêt commun. Les promesses nuisibles à leurs bénéficiaires ne doivent pas être tenues. Les guerres doivent être entreprises que pour le motif de vivre en paix, sans injustice. Après la victoire, il faut respecter les belligérants. L'équité de la guerre a été consignée ainsi que ses règles dans le droit facial du peuple romain. Se garder d'aller au combat, conseil du vieux Marcus Caton à son fils. Respecter la justice même envers les plus humbles. L'injustice se produit par la force ou la fraude, la vertu sociale, la bienfaisance, la générosité.
discerner le mérite, accorder davantage à celui dont nous sommes le plus aimés. Or, la plupart des gens font le contraire et accordent à ceux dont ils espèrent le plus. Parmi toutes les sociétés, aucune n'est plus éminente. Parmi tous les devoirs à accomplir, il faudra voir ce qu'il y a de plus nécessaire à chacun. L'honnête et le devoir sont accomplis par une âme grande d'élévation. Ce qui est fâcheux, c'est de voir naître l'obstination, un désir excessif pour la première place. Un individu est d'autant plus aisément poussé aux injustices par le désir de gloire qu'il possède une âme élevée. L'âme grande et courageuse se distingue par le mépris des choses extérieures. Il convient à l'homme de ne rien admirer, souhaiter, rechercher, sinon l'honnête et le convenable. L'âme supérieure méprise les choses humaines. De plus, il faut être exempt de tout trouble de l'âme, convoitise, crainte, chagrin, plaisir excessif et colère. Posséder la tranquillité de l'âme et l'absence de soucis, source de constance et de dignité. De très illustres philosophes se retirèrent des affaires publiques, se proposant le même objectif que les rois, à savoir ne manquer de rien, n'obéir à personne, profiter de la liberté dont le propre est de permettre de vivre à sa guise. Cette vie offre moins de prix au coup du sort. L'honnête que nous recherchons dans une âme noble et élevée se réalise par les forces de l'âme, et non celles du corps. Exercer le corps pour qu'il obéisse au jugement et à la raison. Bannir la colère de la punition. La grandeur d'âme doit être mise au service du plus grand nombre. Générosité et bienfaisance envers les plus dignes. Les devoirs du convenable mènent à l'harmonie. Faire en sorte que les désirs obéissent à la raison. Grâce à cela, la constance et la modération brilleront de tout leur éclat. Il existe la plaisanterie insolente, obscène et déshonorante, indigne d'un homme libre, et celle, distinguée, plaisante, spirituelle, de bon goût, digne de l'homme le plus austère. Il est honteux de se dissoudre dans le luxe, de mener une vie de mollesse et de volupté. Il est honnête en revanche une vie d'économie, de retenue, de sérieux et de sobriété. Être simple et franc, ne jamais recourir à des voies obscures ni trompeuses. Chacun devra évaluer ce qu'il possède en propre, s'assurer la maîtrise de ses dispositions et ce qu'il convient le mieux à chacun et ce qui lui appartient en propre. Jouer le rôle que nous voulons dépend de notre volonté, comme se consacrer à la philosophie. La vieillesse ne doit se prémunir contre rien tant que l'abandon à la lassitude et à l'inaction. Tenir la grâce pour une qualité féminine et la dignité pour une qualité masculine. Veiller à ce que la conversation ne trahisse pas quelques défauts dans le caractère, sous peine de faire apparaître la colère, la convoitise, la paresse, l'indolence ou quelque affection similaire. Si nous entendons des choses indignes de nous, conserver notre dignité et bannir la colère. Si l'on fait construire une propriété, se garder de passer la mesure dans la dépense et la magnificence. Le terme modestie contient l'idée de mesure, comme dans un discours bien construit. Tous les éléments de la vie doivent être appropriés les uns aux autres. Le poète Sophocle disant à Périclès « Oh, le beau garçon !» Il répondit « Je veux bien, mais il convient au prêteur de ne pas retenir seulement ses mains, mais également ses yeux. » Nous devons respect et honneur et faire grand cas de la vieillesse. L'honnêteté découle de la connaissance, de la communauté, de la grandeur d'âme et de la modération. La prudence, cette sagesse, vertu suprême. L'agir effectif découlant de la connaissance et de la contemplation de la nature. Les premiers devoirs sont dus aux dieux immortels, puis à la patrie, aux parents et enfin à tous. Consacrer du temps et de l'énergie à la philosophie, la piété et la religiosité attirent la faveur des dieux. Les hommes sont pour les hommes la source principale des bienfaits et des torts. La vertu repose sur l'étude attentive de ce qu'il y a de vrai et de sincère en chaque réalité, cohérence. Dans l'Antigone de Sophocle, il est dit qu'il y a bien des choses à craindre, mais nul n'est plus à craindre que l'homme. Rien au monde n'est plus approprié pour maintenir et conserver sa puissance que de gagner l'affection. Ennius,
Ils haïssent ceux qu'ils craignent, et chacun souhaite le trépas de celui qu'il est. Ceux qui veulent être craints doivent nécessairement craindre eux-mêmes ceux dont ils sont craints. Les conditions de la gloire, bienveillance, confiance et admiration. Celui qui possède une seule vertu les possède toutes. Précepte à un jeune homme désireux de gloire, position sociale, relations et éloquence. Des hommes sages veillant bien aux intérêts de l'État. Le propre du juge dans les procès est de s'en tenir toujours à la vérité. Ennius a ce mot admirable. Les bienfaits mal placés, je les tiens pour des méfaits. Théophraste loue l'hospitalité qui est une chose très convenable d'ouvrir sa maison à des hôtes. Celui qui administre les affaires publiques devra veiller à ce que chacun conserve sa propriété. L'homme dépossédé de son bien est leur ennemi. Les bénéficiaires d'un don malhonnête sont plus nombreux que les victimes injustement spoliées, mais il n'en sort pas plus fort pour autant. Un homme sage et remarquable estima qu'il fallait s'occuper de tous, principe suprême et sagesse du bon citoyen. Une fois supprimé l'espoir de frauder, la nécessité de régler s'en est suivie. La santé se conserve par la connaissance de son corps, l'observation de ce qui est bon ou mauvais pour lui. Quant au patrimoine, il faut se le procurer par des procédés qui ne sont pas honteux, le conserver avec économie et ménagement et l'accroître également par les mêmes procédés. L'homme instruit nous apprend qu'il faut entre les mots choisir le moindre et extraire le bien dont il serait porteur. La philosophie est tout entière fructueuse et féconde, le plus riche et fertile étant celle portant sur les devoirs dont sont dérivés les préceptes d'une vie de constance et d'honnêteté. L'honnête est le bien suprême. L'utilité ne rivalisant en rien avec l'honnêteté, l'honnête au sens propre et véritable est inséparable de la vertu. L'élévation, la grandeur d'âme, l'affabilité, la justice, la générosité sont bien plus conformes à la nature que le plaisir et les richesses, les mépriser. Unique des saints, que l'utilité de chacun et de tous pris ensemble soit identique. Mais si chacun tire à soi cette utilité, c'est la société humaine tout entière qui se désagrégera. La nature prescrit à l'homme de veiller sur l'homme. Ceux qui soutiennent qu'il faut tenir compte de ses concitoyens, mais non des étrangers, désunissent la société commune du genre humain. Ceux-là doivent être jugés impies contre les dieux immortels. L'homme de bien est celui qui choisit l'honnêteté. Rien n'est plus contraire à la nature que la honte. La nature réclame la droiture, l'harmonie et la constance. Ce qui est bon est assurément utile, donc tout ce qui est honnête est utile. L'impunité ne justifie pas une conduite déshonnête. Les hommes de bien recherchent l'honnête, non le secret. Mide de Gygès, qui trouvant un anneau d'indivisibilité, en abusa. Un sage avec un tel anneau ne commettrait pas davantage une faute. Et Caton de Rhodes, disciple de Panésius, dit que le propre du sage est de tenir compte de son patrimoine, sans rien faire à l'encontre des coutumes, des lois et des institutions, voulant être riche pour nous-mêmes, mais aussi pour nos amis et l'État. L'homme de bien est celui qui profite sans nuire à personne. Mieux vaut ne pas tenir une promesse que de perpétrer un crime abominable. Il ne faut parfois pas tenir ses promesses ni restituer toujours les dépôts. Devoir de ne rien faire quand un homme sombre dans la folie, de lui restituer une épée mise chez toi en dépôt. D'entre les mots les moindres, cela signifie la honte plutôt que la ruine. Certains osent appeler ce qui est honteux l'unique mal ou souverain mal pour les plus indulgents. Ce qui est honnête devient extrêmement utile. Il est nulle utilité qui soit opposée à l'honnêteté et le plaisir est tout entier opposé à l'honnêteté. Critique de l'hédonisme et blâme de Caliphon et d'Inomaque. Même quand le plaisir a l'apparence de l'utilité, il ne peut y avoir aucune liaison entre lui et l'honnêteté. Aristippe de Cyrène, compagnon de Socrate, fut à l'origine de l'école cyrénaïque, hédoniste, qui plaçait le bien suprême de l'homme dans la recherche des plaisirs des sens. Caliphon s'efforça de trouver une voie médiane entre les épicuriens et les stoïciens, en dépassant l'opposition et proposant une fin dernière faite de plaisir et de vertu. Damon, un pythagoricien de Syracuse qui se porta garant de la comparution de son ami Phintias,
impressionna le tyran Dénis, qui avait initialement condamné ce dernier à la mort. Démosthène, le plus grand orateur grec. Dénis Ier dit l'Ancien vendit Platon comme esclave, après que son beau-frère Dion l'invita. Ennius, le plus grand poète de Rome, avant Virgile. Isocrate, grand orateur qui condamnait la rhétorique comme une science au service du mensonge. Pyrrhon d'Élis professe un scepticisme différent de celui des philosophes de la Nouvelle Académie. Il pense que l'accès à la tranquillité qui assure le bonheur passe par l'abandon de toute forme de croyance et par la suspension complète du jugement. Pour Cicéron, l'ironie socratique est le reflet d'une humilité intellectuelle, aux antipodes de l'arrogance des dogmatiques. Solon, législateur athénien, Tantale, fils de Jupiter, devenu immortel, après avoir goûté aux aliments réservés aux dieux, il fut condamné pour ses crimes à un supplice éternel aux enfers. Théophraste de Mytilène, ami et successeur d'Aristote, il considère les biens extérieurs argent comme de véritables biens, jugeant qu'ils contribuaient au bonheur du sage. Zénon de Citium, fondateur de la doctrine stoïcienne, le cœur de son enseignement tient à l'identification de la vertu comme seul bien authentique au regard duquel tout le reste est indifférent, non pas dépourvu de valeur, mais qualitativement incommensurable avec l'honnête, qui consiste dans la droiture du caractère. Cicéron, Les Devoirs, édition bilingue en 2 volumes, livre 1, introduction, tome 1, et livres 2 et 3, tome 2. Merci.